échange franc et courtois entre le président de la République et les membres de la mission conjointe du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et de l'Union européenne, nous vous proposons l'intégralité du discours du chef de l'État dans cette édition. Oui, la paix, rien que la paix, c'est la priorité à Alger. Les pourparlers vont débuter dans les tout prochains jours. Le Premier ministre sur place a réaffirmé la volonté du président et du peuple malien à sortir le pays de cette impasse. Tout d'abord, toutes nos excuses pour ce léger retard. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu cet après-midi en audience le président de la Haute Cour de justice. Rien n'a filtré de cette audience. Toutefois, selon Abdraman Niang, la Haute Cour de justice a commencé à être fonctionnelle. Il était de son devoir de discuter avec le président Ibrahim Boubacar Keïta des voies ou moyens visant à faire réussir sa mission. Voilà, c'était l'audience à Koulouba. Rien de durable ne peut se réaliser dans le cadre du développement sans une paix. C'est la conviction du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a rencontré cet après-midi une mission conjointe du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et de l'Union européenne. Dans un échange franc et courtois, le chef de l'État et ses interlocuteurs ont convenu de la nécessité d'unir leurs efforts pour parvenir à la signature d'un accord de paix définitif. Je vous invite à écouter le chef de l'État au micro de Mohamed Diarra. Chers amis, dans la bonne tradition malienne, soyez les bienvenus. Et, chères sœurs, vous avez dit, vous êtes tantôt la mère, tantôt la fille, la sœur, la camarade. Votre nouveau président est un ami, Agege Ngop, que je félicite pour sa brillante élection. Il est le premier, et à ce jour peut-être d'ailleurs, le seul chef d'État d'Afrique australe à s'être rendu au Mali en visite officielle en tant que Premier ministre. De cela, nous nous souvenons avec beaucoup de bonheur. Et c'est avec plaisir, Madame, que nous serons à Windhoek pour son investiture, Inch'Allah. Vous avez eu des mots très chaleureux, Madame, à l'endroit de mes prédécesseurs et des hommes d'État de ce pays, feu le président Modibo Keïta et le président Konaré, avec lequel j'ai travaillé pendant 6 ans comme chef de son gouvernement, qui a été également un brillant président de la Commission de l'Union africaine. Et tous ces hommages, Madame, sachez-le, nous sont très très agréables et nous sommes allés droit au cœur. Votre mission conjointe avec l'Union européenne est un signal très fort pour nous. C'est la deuxième fois que nous recevons une mission de telle importance. Après celle effectuée dans ce pays l'année dernière par le Conseil de sécurité, tout membre compris qui s'est rendu ici à Bamako, à notre chevet, pour, comme vous, aujourd'hui, engager avec nous un dialogue au fin de comprendre et de mieux cerner toutes les subtilités de la question malienne et de la question de la sécurité du Sahel, qui se pose aujourd'hui non pas seulement en termes maliens, mais en termes mondiaux, car ce qui se passe au Sahel concerne et de loin l'ensemble africain et le monde entier. Mesdames et messieurs, chers amis de l'Union européenne, chers amis de l'Union africaine, en vos rangs et qualités, soyez les très bienvenus en terre malienne. Le fait que cette mission soit une mission conjointe de l'Union européenne et de l'Union africaine traduit à souhait le partage solidaire des préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui par rapport à la paix mondiale. Ce qui se passe au moment même où nous parlons ici, vous et moi, nous fait rejoindre quelque part ce qui se passe également dans la proche Asie, à Minsk. Il s'agit quelque part du même débat, du même combat. Le droit souverain des nations à rester unis, à garder leur intégrité territoriale dans des contextes difficiles,
Et c'est à cela que nous faisons face ici au Mali. Nous avons apprécié tout le concours fabuleux qui s'est développé autour de nous, quand notre pays, en 2013, a failli succomber sous le joug de terroristes, il n'y a pas d'autre appellation, d'un genre nouveau, venu avec l'étendard d'une fausse religion, car l'islam, au Mali, nous connaissons. Nous ne sommes pas des néophytes ici par rapport à l'islam. Nous sommes un vieux pays d'islamisation. Et précisément le nord du Mali, ces villes mythiques et historiques auxquelles ces gens se sont attaqués, Tombouctou, Gao, sont de hauts lieux de souvenirs islamiques, de hauts lieux de savoir, des universités en le temps où cela n'était pas la mode dans le monde entier. L'université de Tombouctou brillait de tous ses feux et était en commerce, en relation avec les grandes universités du monde, Cordoue, Constantinople et d'autres, que sais-je encore. Donc le prétexte religieux est un faux prétexte. Nous l'avons bien compris. Et ceux de Tombouctou, de Gao, qui ont souffert le martyre pendant 2 ans, l'ont bien compris également, qu'il ne s'agissait point d'islam, mais d'une imposture à nul autre pareil. Un faux drapeau islamique derrière lequel des crimes insondables, des crimes inimaginables ont été commis quotidiennement à l'endroit de populations civiles paisibles qui ne demandaient qu'à être, qui ne demandaient qu'à vivre dans un environnement apaisé et dédié au développement et à leur prospérité. Cela, fort heureusement, la communauté internationale en a pris conscience et le point d'orgue a été atteint quand le 11 janvier 2013, le président François Hollande, devant l'imminence de la chute de la ville de Konna, qui était quelque part l'entrée vers l'ensemble du sud du Mali, a décidé de faire intervenir la force française Serval avec l'accord des Nations Unies. Ça a été un soulagement énorme pour notre peuple. Ça a été le début de la respiration quelque part. Mais en même temps, cela ouvrait une autre ère. L'ère maintenant de la tentative d'apaisement, de tentative de restauration de l'unité nationale et de réconciliation nationale dans des conditions que nous souhaitions vraiment alors apaisées, fraternelles et conviviales. Nous avons pour notre part, le gouvernement du Mali, accepté et de bien bonne grâce toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, de la 2100 à tout le reste, sur 2164, 1975, toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ont été reçues par le gouvernement du Mali avec bonheur, avec sincérité et avec engagement constant. Et ces résolutions étaient à l'image de ce qu'a été l'accord de Ouagadougou, à savoir des engagements très forts sur la question de la souveraineté du Mali, sur l'intégrité territoriale du Mali, sur la nécessité de la réconciliation nationale et de l'établissement d'un dialogue national inclusif entre les parties pour que le processus de paix que nous conduisons aujourd'hui en Alger, auquel nous participons d'engagement constant et de niveau respectable, ministériel, pour que ce processus de paix arrive à terme. Et hélas, la communauté internationale présente ici au Mali via la MINUSMA peut en témoigner. Le cessez-le-feu conclu entre les parties, la cessation des hostilités également convenue lors de la mise en place de la feuille de route en Alger sont 2 documents fondamentaux qui ont été scrupuleusement respectés par le gouvernement du Mali. Quoi qu'on en ait dit, dans le même temps, on a vu les mouvements, les groupes armés s'égayer à droite et à gauche pour marquer de leur empreinte
telle position géographique. C'est une vieille ruse connue en histoire des pays. Je prends des points, le jour venu, à la table de négociation, je m'en revendique pour créer une nouvelle situation. Nous avons assisté à cela constamment, y compris ce matin, quand le village d'Agouni a été investi par le MNLA, qui a planté son drapeau. Aujourd'hui même, cela est constant, patent et avéré. Alors, quand dans sa volonté de faire accroire qu'il est le porte-parole effectif des populations du Nord, sans nuance, les MNLA engagent les populations du Nord Mali, des régions du Nord Mali, à le rejoindre sous peine d'en cuire et qu'il le met en application. Comment faire un procès à la population d'hommes libres et dignes de refuser ce nouveau servage, ce nouvel esclavagisme, et que ces populations-là se battent en refusant cela? Le faire, c'est une astuce du gouvernement du Mali qui passe par des milices armées pour combattre le MNLA. Alors que veut-on? Que veut-on du Mali? Que nous disions ici et maintenant, nous sommes d'accord pour nous laisser subjuguer par les groupes armés. Nous sommes d'accord ici et maintenant pour que les groupes armés prennent le nord du Mali. Si ce n'est pas de cela que l'on veut la vérité, je pense qu'il faut y faire face. Toutes les malices ont été utilisées. On parle de fédération. Fédération, ça suppose 2 États. Est-ce que nous avons affaire à 2 entités étatiques aujourd'hui? Est-ce que nous avons affaire à une communauté homogène s'opposant à une communauté nationale? Non. Alors quelle est cette nouvelle trouvaille de sciences politiques? Où veut-on que nous allions? Je crois que l'histoire du Mali est connue. C'est une histoire de dignité tout au long, l'histoire d'un peuple qui, au long des siècles, a marqué de son empreinte cette partie de l'Afrique occidentale. Par sa dignité, son sens de l'honneur et son sens des responsabilités, qui fait que nous n'insultons pas l'avenir. Malgré toutes les malices, malgré toutes les embûches, nous sommes restés constants. Nous n'avons jamais quitté la table de négociation. Même quand on nous envoyait des secondes, quand les responsables en chef ne venaient pas, nos ministres étaient à la table. Récemment, il y a eu un incident, mais un incident regrettable et pas de notre faute. Quand en Alger, parce que M. Bilal Achrif s'y trouvait, la médiation a convoqué une commission technique de suivi, une commission technique mixte de suivi. Nous avons dit attention, le format n'est pas celui-là. Le format est bien connu des CTMS depuis l'accord de Ouagadougou. Ce format-là n'est pas respecté. Il n'est pas dit que parce que M. Bilal Achrif est en Alger, que le ministre malien des Affaires étrangères, M. Diop, doit être en Alger, obligatoirement. Non, chers amis, non. Nous respectons qu'on nous respecte également aussi. Qu'on respecte également les engagements convenus d'accord parti. Et ce qui a été convenu d'accord parti n'est pas ça. Quand viendront maintenant les négociations, à proprement parler, nous serons en Alger. Et nous sommes en Alger depuis hier. Je viens d'apprendre qu'il y a une suspension et que les négociations vont reprendre le lundi pour des raisons qui appartiennent sûrement à la partie algérienne, que je respecte. Je crois qu'il y a un deuil. Mais nous sommes en Alger. Donc il n'y a aucune malice de la part du Mali. Nous n'avons pas intérêt. Je suis arrivé aux affaires dans ce pays à la suite d'une crise très profonde, très difficile, très douloureuse. Et je sais gré à l'Afrique, à l'Europe, du soutien fantastique dont nous avons bénéficié, qui suppose la paix, pour que ce que votre solidarité nous a permis de réunir pour le développement de ce pays puisse être mis à profit du peuple malien. Mais pour construire, il faut la paix. À peine avions-nous commencé à espérer mettre en œuvre des projets de développement dans un pays comme le nôtre, vaste, étendu, 1 240 000 km², et la logistique, les problèmes de transport et de communication sont essentiels. L'Europe l'a compris, qui nous aidait justement
à faire cette fameuse route vers le nord du Mali, vers Kidal, quand les travaux ont dû être suspendus en raison de l'insécurité. Et c'est toujours ainsi d'ailleurs. Quand dans le préambule du document soumis, dit de préaccord, nous avons vu qu'il était dit que, rappel historique, en raison de la volonté de marginalisation des populations du nord du Mali, il y avait eu ce mouvement de rébellion. Rien n'est plus faux. C'est un pays de communion, le Mali. Et je le dis de ce que je sais de l'histoire de mon pays, l'histoire moderne, l'histoire contemporaine, et même en plongeant plus loin. De tout temps dans ce pays, le premier État malien est de 1045. C'était l'Empire du Ghana. De ce jour à aujourd'hui, dans ce pays, il n'y a jamais eu d'exclusion au motif ethnique, au motif religieux. L'islam soudanien est du XIe siècle officiellement. Première conversion d'un souverain du Mali à l'islam, Baramandana. Cela est établi. Ça veut dire que de ce temps à aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'exclusion ici, il n'y a jamais eu de guerre religieuse, il n'y a jamais eu d'exclusion au motif de la couleur ou de la race. Nous sommes blancs et noirs au Mali, sans complexe. Nous nous mélangeons, nous nous marions entre gens du Nord, entre gens du Sud, entre gens de l'Est, entre gens de l'Ouest. Mali est un pays de mixage, un pays de métissage. Qu'on n'amène pas ici, dans le traitement de la question malienne, des concepts qui peut-être valent ailleurs, mais pas au Mali. Qu'on ne mélange pas tout. Qu'on fasse appel à l'histoire, à l'intelligence des hommes, aux choses sues, connues, établies. Cette histoire est connue, elle est connue. Ce n'est pas une fable que je raconte. Mais elle n'est pas un pays d'exclusion. Tous les gouvernements du Mali ont été des gouvernements où il y a eu toutes les composantes nationales du Mali. Alors aujourd'hui, on voudrait nous faire écrire noir sur blanc que désormais il y aura tant de ceci, tant de ceci. Non. Ça rappelle d'autres pays à travers le monde que nous connaissons. Il y a des partages comme cela entre gens de religions différentes, entre gens d'ethnies différentes, de grâce, que ce germe ne soit pas introduit au Mali. Nous n'avons pas besoin de cela pour vivre de manière conviviale, communielle. Tous nos gouvernements ont été des gouvernements avec tout le monde. Pas en raison de la race, pas en raison de l'ethnie, pas en raison de la zone de provenance géographique, mais en raison de la compétence. Dans toutes les ethnies du Mali, il y a des compétences. Ces compétences-là, nous y recourons en cas de besoin. Donc, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts, nous sommes disponibles, et nous savons que nous n'avons pas le choix. Il n'y a pas deux choix possibles. Il n'y a aucune alternative à la paix. Il n'y a aucune alternative à la négociation. Nous l'avons dit urbi et orbi. Seule la négociation vaut. Nous sommes filles de ce pays. Il est temps que nous cessions les hostilités. Il est temps que nous cessions de nous entretuer. Il est temps que nous échangions, que nous nous comprenions que l'heure est à l'unité, comme elle est à l'unité dans le monde entier. Quand des grands ensembles s'élargissent de jour en jour, vous, Européens, donnez l'exemple. Donnez l'exemple aujourd'hui. Avec vos États, 28 États, vous donnez l'exemple fabuleux de l'Union aujourd'hui. Quand je vois également même les Amériques, l'ALENA, l'Alliance de libre-échange nord-américaine, nous avons besoin aujourd'hui de grands regroupements, nous avons besoin de cela. Pas d'émiettement, pas d'émiettement. Qu'on ne vienne pas encore nous dépecer. Nul qui a intérêt au développement de l'Afrique, du confort de la démocratie en Afrique, du confort de l'État moderne en Afrique, ne peut se satisfaire de cela. Et nous le souhaiterait. Ce serait fragiliser, ce serait nous conduire à l'échec total du développement de l'Afrique. En le temps même où tout le monde dit que l'Afrique n'est pas en si mauvaise voie, parce que sa croissance aujourd'hui
est un modèle d'espérance pour le monde entier. Alors quoi? L'on voudrait décourager cela, qu'on ne s'y prendrait pas autrement, en encourageant des velléités séparatistes, des velléités irrédentistes. En tout cas, ici au Mali, nous sommes déterminés à aller à la paix. À aller à la paix, mais à une paix réelle, solide. L'ensemble national malien, je l'ai dit, ne sera jamais d'accord avec le moindre morcellement territorial du Mali. L'ensemble national malien. Et aucun homme d'État malien ne peut s'engager dans cette voie et avoir l'assurance de la paix. Or, que cherchons-nous, que voulons-nous? La paix. Nous nous sommes réunis en septembre aux Nations Unies à New York, tous chefs d'État confondus. Le président Barack Obama dirigeant la séance. Nous volonté commune contre les menaces, contre le terrorisme. Si cette volonté est réelle, n'ouvrons pas de brèches. N'ouvrons pas de brèches. Le Sahel est fragile. Il est fragile. Quand nous négocions en Alger, je le dis, chers amis africains, chers amis européens, je le dis, nous le faisons de bonne foi. Mais il y a un danger suspendu qui menace à tout moment l'ensemble du processus, qui peut le faire échouer totalement. Ce danger a un nom. Ce danger a un conducteur, a un leader. Yad Ag-Ghali, créateur de Ansardine. Nous avons accepté que Ansardine, avec un autre nom, vienne à la table de négociation. Nous avons accepté que le HCUA, dont le leader actuel était son lieutenant, vienne à la table de négociation. Mes chers amis européens, chers amis africains, nous ne sommes pas dupes. Mais que ne ferions-nous pour la paix? Yad n'a jamais accepté le processus en cours en Alger. Il est là. Il est entre Kidal, dans la vallée de la Métitaï, jusqu'à la frontière. Il va, il vient, on le sait. Il est une menace à la paix. Et tant qu'il sera là, ceux négociant avec nous ne seront pas des hommes libres d'acter pour la paix. Cela aussi, on doit le savoir. Et quand il a dit sa grande satisfaction de la création de l'État islamique, presque son obédience à l'EI, je n'ai pas entendu beaucoup d'inquiétude par rapport à cela. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète que cet espace sahélo-saharien soit demain dédié à l'entraînement d'hommes et de femmes qu'on va lancer contre la paix dans le monde, contre vos pays. Ces porteurs de bombes, ces porteurs de malheur, de misère, de mort, l'espace sahélien, sahélo-saharien, si on y prenait garde, serait leur meilleur camp d'entraînement. C'est tout cela qui est en cause aujourd'hui. C'est à tout cela que nous devons faire face en commun. Ce n'est pas seulement le Mali. Nous en sommes tellement conscients que nous, chefs d'État de la région sahélienne, avons avec le président Mohamed Ould Abdelaziz, le président Déby du Tchad, le président Mahamadou Issoufou du Niger et le président du Burkina, décidé de créer ce que nous avons appelé le G5 du Sahel, pour une mise en commun de nos informations, de nos moyens, de nos préoccupations, pour une prise en charge vigoureuse de ces préoccupations, qui n'enlèvent rien du tout à tout ce qui est déjà imaginé et mis en place pour le développement du Sahel et la sécurité dans le Sahel. C'est complémentaire, c'est approfondi et c'est une autre projection, je crois, pour une plus grande maîtrise en termes d'intelligence, en termes de capacité militaire, en termes de capacité de défense et surtout en termes de capacité de développement. C'est tout cela qui est en jeu. Et je suis heureux, vraiment très heureux, de l'initiative qui a été la vôtre, qui est la vôtre, de venir par devant nous ici au Mali pour que nous échangions de ces préoccupations-là. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire, en disant encore une fois avec force l'engagement du Mali
à tenir tout ce qu'il a indiqué, tout ce à quoi il a souscrit. C'est notre devoir, c'est notre dignité, c'est surtout notre reconnaissance à l'endroit de ceux-là, vous tous, qui êtes venus au moment où nous craignions le pire. Merci. Voilà ce message du président de la République que vous venez de suivre, qualifié de responsable par les interlocuteurs du président. Ces derniers s'engagent à accompagner le Mali pour un retour rapide de la paix. Écoutons les chefs des deux délégations, Union européenne et Union africaine, au micro de Mohamed Diarra. C'est justement pour cela que nous sommes venus ici en mission conjointe avec ma collègue de l'Union africaine. C'est la première mission d'ailleurs conjointe avec nos collègues de l'Union africaine. C'est le témoignage aussi tout d'abord de notre bonne coopération sur les questions de paix et de sécurité. Mais deuxièmement aussi c'est un témoignage pour notre appui, notre soutien aux problèmes du Mali dans le domaine de sécurité, dans le domaine du développement. Donc c'est un message très fort, conjoint de l'Union africaine et de l'Union européenne. Nous sommes venus surtout pour écouter, pour apprendre, pour mieux enrichir nos connaissances ensemble et d'échanger des vues entre nous. Mais nous avons tout à fait une position commune. Nous sommes pour un Mali qui est tout à fait unifié, qui est riche comme c'était dans le passé, et c'est toujours comme le cas dans la diversité, mais aussi dans l'entente, dans le partage. Et c'est ça que nous sommes venus soutenir. Nous pensons effectivement que c'est très important que nous faisons un appel à toutes les parties à trouver très vite un accord à Alger. Nous savons que c'est pas facile. Nous savons que ça a besoin d'un courage politique. Nous sommes aussi très concernés par les développements dans le Nord et notamment nous déplorons toutes les victimes qui sont tombées aussi bien du côté de la MINUSMA que du côté de la population civile, mais nous soutenons tout à fait aussi le travail de la MINUSMA. Et troisièmement, nous sommes aussi très conscients que maintenant avec le nouveau président, le Mali est de nouveau sur la voie de la démocratie, mais qu'il reste, comme le président l'a d'ailleurs souligné, beaucoup de travail à faire dans le domaine de la réforme, notamment dans la gouvernance, mais aussi dans la consolidation de l'État. Et toujours en parlant de paix, direction Alger, le Premier ministre Modibo Keïta a rencontré l'équipe internationale de médiation dans le cadre du démarrage dans les prochains jours de la 5e phase des pourparlers. Le chef du gouvernement, qui était accompagné de l'ensemble de la délégation gouvernementale, a saisi cette occasion pour féliciter et remercier l'équipe de médiation avec à sa tête l'Algérie pour ses efforts en faveur de notre pays. Nos envoyés spéciaux sont Yaya Kounaté et Idrissa Traoui. Il a longtemps arpenté ses couloirs en sa qualité de haut représentant du président de la République pour le dialogue inclusif intermalien. À la résidence Selmitak, Modibo Keïta est un terrain connu car c'est ici que se déroulent les travaux techniques des pourparlers de paix. Particularité de la visite du jour, le facilitateur a entre-temps changé de costume et c'est en sa qualité de Premier ministre, désormais chef du gouvernement, qu'il rend visite aujourd'hui à l'équipe internationale de médiation. Au moment où il y a eu un glissement dans mes fonctions, de haut représentant qui était à égal distance par rapport à toutes les parties, je me trouve sans ambiguïté du côté du gouvernement en tant que chef de gouvernement. En assumant une telle responsabilité, je me devais de venir vous rendre d'abord cette visite de courtoisie, de vous remercier très sincèrement. Aujourd'hui, je change certainement de position, mais pas de conviction. Ma conviction, elle est la même. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour la restauration de la paix et de la sécurité dans notre pays. Ma conviction est que les partis en présence, le gouvernement du Mali, les mouvements armés, il ne s'agit absolument pas d'une confrontation.
Il ne s'agit pas, si vous voulez, d'un dialogue instauré entre des adversaires et des ennemis, mais c'est des frères. La présence du Premier ministre Modibo Keïta en ces lieux, en ce jour, a été fort appréciée et saluée par les membres de l'équipe de médiation comme une véritable marque d'attention et une volonté réaffirmée d'aller vers la paix. Occasion pour cette dernière d'exprimer toutes ses attentes à l'endroit de l'équipe gouvernementale. Je crois que là où nous en sommes, nous avons besoin du soutien du gouvernement. J'ai toujours pensé depuis le début que dans ces négociations, le gouvernement n'est pas une partie comme les autres. Il est le gouvernement de la République du Mali et nous cherchons la paix pour le Mali. Et nous attendons donc du gouvernement un rôle particulier. Cette paix doit se faire entre les Maliens et eux. Nous, la communauté internationale, on est là pour vous accompagner à réaliser vos priorités. Vos priorités sont très claires. C'est la stabilité et la paix, par la suite le développement économique et social et remettre l'état de droit de tous les pays maliens. Donc la MINUSMA est là pour vous accompagner à concrétiser, à réaliser toutes vos priorités. Et je pense qu'on est là tous à Alger pour parvenir à un accord que j'espère sera durable, crédible et accepté par tout le monde. Les échanges entre le Premier ministre et les membres de l'équipe de médiation se sont poursuivis autour d'un déjeuner offert en son honneur. Déjeuner qui a eu le mérite de mettre ensemble les responsables des groupes armés, membres de la coordination des mouvements politico-armés de l'Azawad et ceux signataires de la plateforme d'Alger qui ne parlent plus le même langage sur le terrain et qui négocient jusque-là en ordre dispersé. Moment d'espoir, ils ont chacun de son côté affiché leur volonté partagée d'aller vers la paix à travers des négociations sérieuses dans le cadre du processus d'Alger. Et justement, au cours de ce déjeuner offert en son honneur, le Premier ministre Modibo Keïta a invité les parties présentes à regarder dans la même direction et à s'ouvrir au souffle de la paix. Le chef du gouvernement les a invités à se montrer dignes de la confiance de la communauté internationale dont il a salué l'action au Mali. Modibo Keïta est au micro de nos envoyés spéciaux. Nous sommes aujourd'hui émus et fortement impressionnés par la constance et la qualité du soutien apporté au Mali par la communauté internationale. La configuration de l'équipe de médiation est un témoignage cinglant, réconfortant. Cette configuration, cet immense réseau de sympathie, de soutien multiforme, impose aujourd'hui aux parties maliennes, celles qui sont en négociation, c'est-à-dire les mouvements armés de la coordination, les mouvements armés de la plateforme, le gouvernement du Mali, de se révéler dignes de la solidarité internationale. Ces acteurs sont aujourd'hui réunis dans cette salle. Je voudrais leur dire que le peuple du Mali, dans toutes ses composantes, est en attente de leur part d'une décision cruciale. Une décision qui soulagera les cœurs et les esprits. Une décision qui limitera la misère morale et matérielle, qui limitera la peur pour le présent, l'angoisse pour le souvenir traumatisant des scènes de violence vécues, mais aussi l'inquiétude pour l'avenir des Maliennes et des Maliens. Cette attente se nourrira de la décision que vous prendrez. Vous, mon frère, Bilal Ak-Sherif, et vos alliés. Vous, professeur Ould Sidi. Vous, Ahmed Ould Sidi Mohamed. Vous, maître Arona Touré et vos alliés. Et toutes les bonnes volontés, les responsables aujourd'hui de tous les mouvements, ceux que je n'ai pas cités, n'ont pas moins d'importance. Vous, Abdoulaye Diop, vous qui conduisez la délégation gouvernementale, je voudrais vous dire que tout le monde est à votre écoute. Je voudrais vous demander de cesser d'être les uns en face des autres, mais d'être les uns et les autres à côté de tout le monde pour regarder dans la même direction. Vous ouvrir au souffle de la paix, de la concorde et de la fraternité. Ce faisant, mes chers frères,
vous vous révélerez tous unis, dignes de la confiance de la communauté internationale, dignes de son soutien aujourd'hui, mais aussi après la signature d'un accord de paix. En le faisant, pourriez-vous vous ouvrir au message d'outre-tombe, paix à leurs âmes récemment rappelées à Dieu, les voix sublimes d'Intala Agataer, de Baba Ould Cheikh El Mokhtar Kounta, de Mohamed El Mehdi Agataer El Ansari, d'autres illustres compatriotes qui ne sont plus de ce monde. Vous ouvriez au cri d'outre-tombe aussi de ces milliers de Maliens, d'hommes et de femmes brutalement arrachés à la vie, de ces milliers de jeunes arrachés aux joies de ce monde, comme des espérances assassinées et brisées. Vous ouvriez au cri de détresse de ces milliers de personnes ayant fui la terre natale et qui attendent le jour où ils pourront retrouver les leurs. Qu'il me soit permis de remercier ici les pays voisins qui les ont accueillis dans la tradition d'hospitalité et de générosité. Monsieur le Président, ce message, celui que je vous délivre, ne voyez pas en lui le message partisan du chef du gouvernement, mais celui d'un frère, investi d'une légitimité octroyée, celle du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, porteur de la nation malienne dans son ensemble, donc à égale distance par rapport à tous. Et vous aurez l'intégralité de ce discours du Premier ministre demain après le journal de 20h. Les travaux de 3 jours de consultation du diagnostic systématique pays de la Banque mondiale ont pris fin cet après-midi ici à Bamako. Comment réduire la pauvreté au Mali à l'horizon 2030 était le thème de la rencontre. Boubacar Sissoko, reportage. Les résolutions issues des 3 jours de consultation orienteront désormais les interventions de la Banque mondiale au Mali durant la période 2015-2019. Ces consultations du diagnostic systématique pays ont permis d'identifier les contraintes, les opportunités et les priorités du développement pour le Mali. L'accord de paix dans le Nord et le rétablissement de la sécurité, comme il a été souligné dans le résumé, constituent des préalables. Le programme futur de la Banque mondiale pour la période 2016-2020 va s'atteler à se concentrer sur les priorités que nous aurons ici identifiées. Il est question d'avoir des résultats, et pour avoir des résultats, il faut cristalliser une masse critique d'intervention sur les priorités que nous trouverons et justifierons comme étant prioritaires. Les opportunités de réduction de la pauvreté au Mali recueillies lors des échanges permettront au gouvernement d'asseoir un véritable mécanisme de développement durable. L'assurance a été donnée aux partenaires de la Banque mondiale par le ministre de l'économie et des finances. Je voudrais donc vous remercier pour votre disponibilité à ces concertations et également pour la qualité des discussions et la profondeur des contributions de ces échanges. Ceci traduit, comme je l'ai dit tantôt, votre engagement et votre volonté à partager vos opinions pour aider à mieux affiner les résultats et les analyses du diagnostic systématique pour donner toutes les chances de réussite à nos politiques et stratégies de développement. Cette nouvelle approche de la Banque mondiale exige le renforcement de la gouvernance à travers le suivi et le contrôle. Le projet d'adduction d'eau potable entre dans sa phase de croisière. Les financements sont acquis et les travaux seront lancés courant 2015. Le gouvernement et ses partenaires étaient réunis pendant 2 jours pour faire le point de l'état d'avancement du projet et dégager des perspectives. Bourama Traoré, reportage. La réussite de la première phase du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako nécessite une coordination des interventions des partenaires techniques et financiers. Une conclusion à laquelle sont parvenus le gouvernement et les PTF à l'issue d'une rencontre de 2 jours. La rencontre en chiffres, c'est une dizaine de présentations faites et une trentaine de recommandations formulées. Sur l'état d'avancement de la première tranche du projet de Kabbalah, les participants recommandent la mise à la disposition des bailleurs de fonds, le chronogramme général du projet incluant toutes les composantes. Il s'agit aussi de diligenter la signature de l'accord de financement avec la coopération italienne.
Une autre recommandation formulée, c'est l'opérationnalisation du comité de pilotage. Pour le ministre en charge de l'eau, la rencontre a comblé les attentes. Je peux vous assurer de ma totale disponibilité à faire prendre en compte les préoccupations soulevées lors de vos échanges. Il s'agit notamment de la nécessité urgente à inscrire toutes les actions dans le cadre du futur schéma directeur, finaliser le modèle économique et financier en cours d'élaboration assorti d'une étude tarifaire, identifier les investissements nécessaires à la prise en compte du volet assainissement, accompagner l'exploitant dans le renforcement de ses capacités dans la perspective des investissements lourds. Au regard de l'engagement des uns et des autres et aux résultats enregistrés, nous sommes en droit d'être optimistes quant au lancement imminent des travaux proprement dits de ce projet de Kabala. Le projet de Kabala entre désormais dans sa phase active, celle de réalisation des infrastructures. Avec l'essentiel des financements acquis, l'État malien et ses partenaires ont pu mobiliser plus de 180 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de la première phase du projet. Cette mobilisation autour de l'accès du plus grand nombre de Bamakois à l'eau potable sera poursuivie et renforcée. Une assurance donnée par les amis du Mali. On voudrait assurer aussi la SOMAGEP et la SOMAPEP de notre soutien à toutes les mesures d'accompagnement. On a pris conscience de ces besoins et on va accompagner les deux sociétés dans leur développement futur. La prochaine rencontre entre le gouvernement et les PTF doit se tenir au mois d'octobre. En attendant, les deux parties doivent tenter de traduire dans les faits les recommandations issues de cette rencontre sur le projet de Kabala. Ils sont très sollicités pour leur corne d'ivoire. Pour cela, ils font les frais d'un braconnage anarchique, un phénomène qui provoque du coup la disparition de ces animaux. Il s'agit des éléphants. L'attention des parlementaires pour la protection et la promotion des patrimoines fauniques au Mali a été portée sur cette situation par Wild Foundation. Isaac Tchéni nous fait le point. La situation des éléphants au Mali au regard du rythme de leur disparition a mené Wild Foundation à initier une session d'information à l'endroit du réseau des parlementaires maliens pour la protection et la promotion des patrimoines fauniques. L'éléphant du Gourma perd progressivement son habitat. Pour pallier cette catastrophe, il est nécessaire et urgent que nous, parlementaires du pays, représentants du peuple, nous soyons plus et mieux édifiés sur la gestion critique que connaît la population des éléphants du Gourma. La situation géographique des éléphants nécessite une synergie d'action pour leur protection. La montée en puissance du commerce d'ivoire au niveau international a été un facteur de développement de cette situation. J'engage les députés présents à cet atelier à s'approprier des communications qui seront faites par les techniciens et gestionnaires sur la situation générale de la faune au Mali et des éléphants du Gourma. Au cours des travaux, les députés seront édifiés sur la situation générale de la faune. Le 19 février, la Chine entrera dans l'année de la chèvre de bois vert ou du mouton de bois. Le nouvel an chinois appelé le Festival du printemps est la fête la plus importante des célébrations traditionnelles chinoises. En prélude à l'événement, une réception a été organisée hier soir à l'ambassade de Chine au Mali. C'était en présence de l'épouse du président de la République. Boubacar Sissoko y était également son reportage. Cette réception à l'ambassade de Chine symbolise des événements heureux. Il s'agit de l'arrivée d'une grande amie du Mali comme ambassadeur de Chine et de la célébration de la fête du printemps chinois. C'est un grand honneur pour moi d'être nommé ambassadeur de Chine au Mali, un pays qui est lié au mien par une amitié traditionnelle et profonde, un pays qui partage de nombreuses valeurs communes avec la Chine. Certes, je suis entrée en fonction il y a à peine 2 mois, mais mon attachement au Mali date depuis plus de 20 ans. Je me suis chargée de la coopération sino-malienne pendant longtemps au ministère chinois des Affaires étrangères et à cette époque-là, j'ai eu plusieurs occasions de venir découvrir une terre qui avait donné naissance aux plus grands empires de l'Afrique occidentale qu'elle a dominé pendant plus d'1 millénaire. Cette retrouvaille
entre Maliens et Chinois était une occasion de célébrer également la fête du printemps chinois. 15 marque le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali. Une nouvelle chance pour le partenariat sino-malien de réaliser de nouveaux progrès. L'amitié entre le Mali et la Chine ne date pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai eu cette chance d'être là au début de cette coopération dans les années 60 et c'est avec un réel plaisir que j'ai répondu à l'invitation de Madame l'ambassadeur pour encore témoigner l'amitié, la fraternité que le Mali a envers la Chine. Les convives ont donc festoyé ensemble autour des spécialités de la cuisine chinoise. Sur un tout autre plan, signature d'une plateforme d'entente entre les 4 grands marchés du district de Bamako. Cette plateforme vise à mutualiser les initiatives pour faire face aux nombreux défis qui se posent à ces marchés. Nous aussi, Soko. Les marchés d'Abanani, d'Ibida, le marché rose et celui de Médine sont aujourd'hui confrontés à des difficultés d'organisation qui entravent leur bonne gestion. Et pour améliorer les conditions de cet environnement, les 4 marchés ont décidé de se mettre ensemble. Cette union est une plateforme d'entente qui vise à réaffirmer le rôle du collectif dans la gestion cohérente et concertée des marchés. Maintenir un climat apaisé et confiant entre les commerçants et leurs partenaires, veiller à la cohérence et à l'unité d'action afin de prévenir toute tentative de fracture. D'ores et déjà, les acteurs de la plateforme ne manquent pas d'initiatives pour atteindre leurs objectifs. Le partenaire que nous avons, ils ont déjà vraiment nous signalé, il faut qu'on s'organise pour qu'ils puissent nous aider vraiment en bon terme. C'est pour cela la signature vraiment est venue à l'idée pour mieux organiser le commerce détaillant et puis pour donner la cohérence et la sécurité, surtout l'assainissement. Cette plateforme d'entente est une initiative du collectif des marchés du district de Bamako qui a été créé en 2011. Ce collectif œuvre pour l'épanouissement des commerçants détaillants. C'est parti pour la deuxième phase du programme de gestion décentralisée des forêts GDFOR, fruit du partenariat entre le Mali et le Royaume de Suède. GDFOR 2 coûte plus de 4 milliards de francs CFA. Son objectif, lutter contre la déforestation dans plusieurs localités des premières et deuxièmes régions du Mali. Batraoui, compte rendu. L'élaboration de 30 schémas d'aménagement du territoire et 58 plans d'aménagement des forêts ou la création de services propres des collectivités sont entre autres acquis de la première phase du programme GDFOR Gestion décentralisée des forêts. GDFOR 2 vise à appuyer les collectivités territoriales dans la gestion des ressources forestières avec en ligne de mire la résilience au changement climatique. Cette phase couvre la période 2015-2018. Son coût global est de 4 milliards 300 millions de francs CFA, dont 3 milliards et demi comme subvention de la Suède. On a 3 composantes clés. On a une composante décentralisation, déconcentration de la gestion des ressources forestières. Donc toutes les activités d'accompagnement des collectivités pour qu'elles arrivent à mieux jouer leur rôle et responsabilité dans le cadre de la décentralisation et l'accompagnement des services techniques. On a une deuxième composante, la résilience pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages. Et on a une troisième composante, le renforcement des capacités, la mobilisation sociale autour de l'ensemble des activités du programme GDFOR. Le programme GDFOR 2 revêt une importance toute particulière pour le gouvernement du Mali dans la mesure où il assure un accompagnement pédagogique de qualité dans le cadre d'un transfert de compétences dans le domaine de l'aménagement forestier, de l'adaptation au changement climatique et des activités génératrices de revenus. GDFOR 2 va couvrir 27 communes des régions de Kaï et Koulikoro. Cérémonie de remise de médailles aux plus méritants au ministère de la Défense et des anciens combattants. Les grades décernés vont du chevalier des ordres nationaux au mérite de la santé. Parmi les récipiendaires figurent 10 militaires chinois en fin de mission au Mali. Ils ont reçu des médailles à titre étranger. Voilà la cérémonie de remise de médailles au ministère de la Défense et des anciens combattants.
Parmi les récipiendaires figurent 10 militaires chinois en fin de mission au Mali. Le syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique suspend son mot d'ordre de grève suite aux avancées constatées dans les négociations. Là-dessus, écoutons le secrétaire général des comités du syndicat Sera Sotuba au micro de Aldjoumatina. Suite au préavis de grève des comités SONESUP des centres régionaux de recherche agronomique Sera de Sotuba, Nyono, Morti, Sikasso et de la direction générale de l'Institut d'économie rurale, une commission de conciliation s'est réunie au terme des débats. Les résultats suivants ont été obtenus. 1. La nomination directe aux fonctions d'attaché de recherche de tous les candidats inscrits sur les listes d'aptitude en tenant compte du retard accusé avant la fin du mois de janvier 2015. Désaccord. 2. L'arrêt immédiat du paiement au CNRST des frais de dépôt des dossiers 10 000 francs pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de recherche et le remboursement sans délai des montants prélevés à cet effet. Accord. 3. La capitalisation des publications des chercheurs recrutés à l'IR en 2008 pour leur juste transposition. Désaccord. 4. Le paiement intégral et immédiat des arriérés d'air supplémentaires des gardiens du Sera de Sotuba. Accord. 5. Le recrutement sans délai des travailleurs contractuels de l'IR dans la fonction publique. Accord. 6. L'octroi au personnel d'appui à la recherche de l'IR d'une prime non taxable correspondant à 20% du salaire brut. Accord. 7. La valorisation du tarif de la main-d'œuvre journalière de l'IR. Accord. 8. L'octroi de l'indemnité spéciale d'encadrement à tous les chercheurs, y compris les attachés de recherche titulaires de la maîtrise. Au regard des avancées constatées, la coordination des comités SONESUP de l'IR suspend son mot d'ordre de grève et invite ses militants à reprendre le travail. Parlons à présent de cette visite en deuxième région, précisément à la direction régionale des domaines et du cadastre et sur les sites de titres fonciers du ministre de tutelle. Occasion pour Mohamed Ali Bachili d'échanger avec les chefs coutumiers, les maires des communes de Gabakouroudroa, de Mouribabougou et autres acteurs évoluant dans le domaine du foncier. Le reportage de Brahima Kouli. À Koulikoro, tout comme à Manambougou, Gabakouroudroa et à Mouribabougou, le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières a pris langue avec les acteurs régionaux sur la problématique du foncier. Il faut donc conjuguer les efforts pour aller vers une compréhension commune des problèmes et la recherche partagée des solutions. Le foncier, vous le savez, ça demande beaucoup d'intervention. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent là-dedans. Il faut que chacun puisse jouer sa partition, comme ça on en sortira grand et il y aura moins de conflits fonciers. Il était donc nécessaire que le ministre vienne nous dire, à partir de sa prise de fonction au niveau de ce ministère-là, quelles sont les directives qu'il veut appliquer. Les quelques difficultés auxquelles la direction régionale des domaines et du cadastre de Koulikoro est confrontée. L'insuffisance et le manque de personnel qualifié, le manque de matériel roulant. La direction régionale des domaines du cadastre de Koulikoro ne dispose que d'un véhicule 4x4 âgé de 5 ans. L'insuffisance des supports de travail en général et des supports du contrôle des dossiers techniques en particulier. Le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières a remis un lot de matériel informatique à la direction relevant de son département. Le ministre Mohamed Ali Bachili s'est ensuite rendu à Manambougou sur le site des titres fonciers d'une superficie de 34 hectares de la société Sandep Énergie. À Siklou, dans la commune de Mouribabougou, les 4 hectares de Golfa SA ont aussi reçu la visite du ministre. Nous avons remarqué également que nos concitoyens attachent beaucoup d'importance et de prix à la question foncière parce qu'ils se sentent concernés. Il ne faut plus fermer les yeux sur cette réalité. Il faut l'aborder avec courage, mais avec détermination. Il faut l'aborder avec courage, mais avec responsabilité. Partout où le ministre Mohamed Ali Bachili est passé, il a fait des mises en garde contre ceux qui s'adonneraient au fractionnement frauduleux du foncier. Il signifie que les moyens juridiques existent et que force sera réservée à ces moyens pour résoudre convenablement les problèmes.
Allez, du sport, CAN cadet, quelques heures avant leur départ pour Niamey au Niger. Pour la CAN de moins de 17 ans, les cadets maliens ont reçu la visite du ministre des Sports, Ousseini Amion Guido, cité au centre Ousmane Traoré de Kabbalah. Les temps forts de la rencontre avec Abdul Karim Kaba. C'est avec fierté, engagement et désir de porter haut le drapeau du Mali que les Aiglonnais se mettent en route pour la CAN de leur catégorie. Avant leur départ, ils ont reçu la visite du ministre des Sports. Nous souhaitons une très bonne participation des cadets à cette CAN. Je pense que le fait déjà d'être parmi les 8 premiers en Afrique ici est une performance qu'il faut saluer, qu'il convient de saluer. Parce qu'avant de voir ce qui va arriver, il est important déjà de voir ce qui a été fait. La 11e édition de la CAN des cadets démarrera dimanche et cela jusqu'au 1er mars prochain. Elle regroupera 8 nations. Les Aiglonnais sont logés dans la poule B en compagnie du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud. L'autre poule est composée du Niger, pays hôte du tournoi, du Nigeria, de la Zambie et de la Guinée-Conakry. Pour leur premier match, les protégés des Baïba affronteront le Cameroun lundi au stade municipal de Niamey, avant d'en découdre avec l'Afrique du Sud 3 jours plus tard, précisément jeudi, et de boucler la boucle face à la Côte d'Ivoire le 22 février prochain. Les 4 premiers de cette CAN des cadets seront qualifiés pour la Coupe du Monde de la catégorie qui se déroulera du 17 octobre au 8 novembre prochain au Chili. Et bonne chance à nos cadets. Et ce communiqué, le 6 février 2015, une délégation du Rassemblement pour le Mali RPM, conduite par Boulkassou Maïdara, 7e vice-président et porte-parole du parti, a été reçue sur la demande du RPM par une délégation du Mouvement pour l'indépendance, la renaissance et l'intégration africaine MIRIA, dirigée par son président Mamadou Kassa Traoré au siège du MIRIA. Voilà pour l'essentiel de l'information. Merci de votre patience et de votre fidélité à l'ERTM. Demain, 10h, 13h, Aïssata Ibrahim Maïga. Je serai là, même heure, même plateau, j'espère. Sur ce, je vous dis bonsoir et à demain.